Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette série des mots et des notes. Cette semaine, je vous propose de découvrir un mot peu connu, l'Empfindsamkeit. L'Empfindsamkeit désigne à la fois un style de composition et une période de l'histoire de la musique. On retrouve ça d'ailleurs dans l'expression allemande Empfindsamer Stile. Alors vous vous posez la question, mais où se trouve cette période si vous avez en tête cette classification standard qu'on a des périodes de l'histoire de la musique, c'est-à-dire Moyen-Âge, Renaissance, baroque, classique, romantique et époque moderne. On représente très souvent ces périodes collées, comme vous pouvez le voir ici, avec des dates extrêmement précises de début et de fin. Par exemple, le baroque va débuter en 1600 et se terminer en 1750, qui est suivi par la période classique, qui va donc de 1750 jusque souvent à la mort de Beethoven, c'est-à-dire 1827, et puis 1827 jusque grosso modo à la Première Guerre mondiale, 1914, on fixe la période romantique. Alors cette représentation de l'histoire de la musique comme des périodes qui sont posées les unes à côté des autres pose de nombreux problèmes, et donc j'utilise une allégorie, l'allégorie de la tranche de cake et du millefeuille pour attirer votre attention sur cette généralisation un tout petit peu abusive. Vous voyez, dans la représentation standard, on va procéder par tranche comme dans un cake ou dans un saucisson, et donc une première période se termine et la deuxième période débute, ainsi de suite. Il faudrait dans notre cas, pour l'histoire de la musique mais aussi pour l'histoire de l'art ou l'histoire en général, faire se chevaucher ces périodes et on arrive à ce type de représentation où le baroque commence un tout petit peu avant la fin de la Renaissance et donc le début du baroque progressif cohabite en réalité avec la fin de la Renaissance, ainsi de suite pour les périodes suivantes. Donc le baroque ne se termine pas en 1750, il se termine un tout petit peu avant pour certains compositeurs et puis d'autres classiques ont déjà débuté avant. Donc on a cette conception plutôt en polyphonie de couches historiques comme dans un millefeuille qui permet d'appréhender de façon un tout petit peu moins généralisée ou simplifiée l'histoire de la musique. Si on zoome dans cette ligne du temps sur la période qui nous intéresse le plus cette semaine, c'est-à-dire entre le baroque et le classique, vous voyez qu'on a choisi une date qui est tout à fait arbitraire pour la fin du baroque et le début du classique, c'est 1750, la mort de Bach. Et donc par la suite on a les trois grands classiques que vous avez sans doute déjà rencontrés, c'est Haydn, Mozart, Beethoven qui représentent cette trinité, cette école viennoise, et donc ça donne l'impression d'avoir la fin de Bach et Handel, l'autre grand compositeur du Spätbaroque, qui sont suivis immédiatement par Haydn, Mozart, Beethoven. On pourrait donc croire à un lien direct entre ces derniers compositeurs baroques et puis ces trois grands compositeurs classiques, soit un mouvement en réaction, soit un mouvement d'influence, mais en tout cas un lien entre cette fin du baroque et ce début du classique. En réalité, dans cette conception, il manque toute une série de compositeurs dont certains sont tombés dans l'oubli aujourd'hui, mais qui étaient extrêmement importants à l'époque. Alors on peut trouver beaucoup d'Italiens, Sammartini, Galuppi, Pergolese, mais aussi des gens plutôt du Nord, donc Stamitz, et puis deux Bach que vous voyez ici, Johann Christian Bach et puis Carl Philipp Emanuel Bach. Ces compositeurs-là sont d'une génération après Bach et Handel, et puis font véritablement le lien, vous voyez ici, entre cette période baroque et cette période classique. On a l'habitude de représenter dans une histoire de la musique un peu plus fine cette période comme la période préclassique. Évidemment, cette étiquette préclassique est un tout petit peu péjorative pour les préclassiques eux-mêmes puisqu'on réduit leur utilité simplement à faire naître ou à accoucher de la vraie musique classique, puisque préclassique sous-entend une sorte de but d'évolution vers le classique, ce qui est évidemment réducteur puisque c'était des compositeurs tout à fait importants et puis une période autonome en soi, mais qu'on a évidemment tendance à réduire sous cette grande étiquette préclassique. C'est justement dans cette période de transition entre le baroque et le classique qu'on va trouver notre fameux mouvement de l'Empfindsamkeit. Alors c'est un mouvement qui vient à l'origine de la littérature anglaise plus particulièrement, qui est une sorte de réaction à l'Aufklärung ou aux Lumières, c'est-à-dire cette foi dans la raison, dans le rationalisme, dans la description objective des choses. On va trouver chez certains compositeurs anglais l'expression nouvelle de sentiment, l'expression de la subjectivité, l'importance de la subjectivité dans la conduite de l'être humain, ce qui n'était pas du tout le cas dans toute une partie de la littérature et de la philosophie avant cette génération-là.
parmi ces écrivains célèbres de cette veine sentimentale, on trouve Laurence Stern qui a écrit un récit de voyage qui s'appelle Voyage sentimental à travers la France et l'Italie, et donc le terme anglais c'est sentimental, qui a été traduit par Lessing, le grand écrivain et penseur allemand de ces années-là, qui a été traduit justement par Empfindsame Reise, voyage sentimental. Et donc c'est de là que vient cette expression Empfindsam ou Empfindsamkeit pour le mot abstrait. Donc on voit que c'est par une traduction d'un récit de voyage que arrive sur la scène, on va dire, littéraire, ce nouveau mot. C'est intéressant de voir que ce mouvement-là est incarné par les récits de voyage. Ce sera un véhicule assez important de ce nouveau type de littérature qui succède à des récits de voyage déjà existants, propres, on va dire, au XVIIIe et au début du... XVIIe et au début du XVIIIe siècle. L'idée du récit de voyage, un tout petit peu avant, c'était de ramener des informations, d'aller voir sur place, d'explorer, d'être une sorte d'enquêteur géographique et puis de ramener du savoir des autres pays. Alors les récits de ce type-là sont innombreux, mais ici, chez Stern et chez d'autres, ce qu'on va ramener, c'est des impressions de voyage, un peu un carnet d'un voyageur. Qu'est-ce qu'on a éprouvé face à tel ou tel paysage, face à tel ou tel peuple, face à telle ou telle œuvre d'art qu'on a pu voir. Voilà. Donc on va ramener au pays plutôt des sentiments que simplement une description objective des contrées qu'on a pu traverser. On trouve le même type d'écriture subjective dans le roman aussi. C'est le cas par exemple de Pamela, qui est un roman de Samuel Richardson, qui date de 1741, donc vraiment exactement au début de cette période caractérisée par cette Empfindsamkeit. Dans le domaine de la musique, l'Empfindsamkeit s'annonce d'entrée de jeu comme une sorte d'opposition presque à tout point de vue à la musique baroque précédente. Alors la musique de cette fin baroque ou Spätbarock comme on dit en Allemagne, elle est caractérisée par une écriture contrapuntique extrêmement rigoureuse. Alors pensez aux dernières œuvres abstraites de Bach, l'art de la fugue, l'offrande musicale, les variations canoniques. On peut écouter ici un extrait de l'art de la fugue qui présente donc cette écriture typique extrêmement sévère, extrêmement rigide, avec une voix qui débute avec un sujet, et puis la deuxième voix va entrer avec la même mélodie, troisième voix, quatrième voix, etc. Évidemment, la musique baroque transmet des sentiments, émeut. Si vous avez écouté des pièces de cette époque, vous avez pu être touché par tel ou tel sentiment, c'est évident. Mais dans cet âge du rationalisme, la musique baroque se définit par une sorte d'étude objective de l'expression des sentiments. On appelle ça l'Affektenlehre ou la théorie des affects, Doctrine of Affection en anglais. Et donc on voit très bien ça dans les représentations picturales notamment. On a des traités qui vont codifier dans des planches de dessin comment représenter un visage qui exprime telle ou telle passion. Donc on va codifier, établir un catalogue des lieux communs pour représenter une émotion. Alors, je vous montre ici un exemple d'une méthode écrite par Charles Lebrun, donc ça s'appelle Méthode pour apprendre à dessiner les passions. C'est publié à titre posthume à la fin du XVIIe, mais c'est un ouvrage qui s'est répandu dans toute l'Europe. Et vous voyez ici par exemple une esquisse d'une jeune femme qui représente l'amour, un autre esquisse ici qui représente la colère. Donc on va étudier simplement les traits objectivement, comment il faut faire pour dessiner ça, pour représenter une passion, un sentiment. Ces figures de rhétorique musicale seront codifiées et puis on va avoir un catalogue et donc on sait très bien que pour exprimer tel ou tel sentiment, la joie, la passion, l'amour, la douleur, on peut utiliser telle ou telle tournure mélodique, telle ou telle harmonie, telle ou telle figure rythmique. On trouve ça évidemment dans l'opéra où on a un texte, d'accord, et donc on va trouver des arias de fureur, des arias d'amour, des arias de deuil. On va avoir une véritable typologie de ces affects et ce qui est important dans cette doctrine, dans cette esthétique baroque, c'est qu'on va avoir un affect unique dans une partie d'aria. Donc on va exprimer pendant 2 minutes, pendant 3 minutes, l'amour, la haine, la colère. On a un impératif d'homogénéité. On ne peut pas, on pourrait dire, sauter du coq à l'âne, pour faire court.
Cette codification, qu'on retrouve aussi dans la musique sacrée, dans les cantates, dans les passions de Bach notamment, s'adresse évidemment à un public de connaisseurs qui partagent ces codes et qui comprend immédiatement par l'habitude, par l'apprentissage, par la fréquentation de ce répertoire où le compositeur veut en venir. Au milieu du XVIIIe siècle, on va avoir l'émergence d'une nouvelle classe de plus en plus importante, c'est la bourgeoisie d'affaires ou la bourgeoisie simplement, qui se mêle à l'aristocratie et puis qui petit à petit va prendre son indépendance, notamment financière. Et donc on va avoir beaucoup de cette bourgeoisie qui veut écouter de la musique, qui va au concert. C'est aussi dans ces années-là que va apparaître le concert. Donc évidemment, les compositeurs vont s'adresser à un nouveau public qui veut avoir une sorte d'immédiateté, qui veut comprendre immédiatement cette musique sans passer par toute une codification de rhétorique musicale. Donc évidemment, la musique évolue aussi dans ce sens en fonction du public à laquelle elle est destinée. C'est dans ce contexte précis et particulier qu'on va trouver le compositeur principal de ce courant de l'Empfindsamkeit, qui est Carl Philipp Emanuel Bach, qui est un compositeur qui a fréquenté, qui connaît bien Lessing, donc le traducteur de ce récit de voyage Empfindsamer Reise. Alors Carl Philipp Emanuel Bach, c'est un des fils Bach, il y en a d'autres, Wilhelm, Johann Christian Bach, nombreux ont été compositeurs d'ailleurs, ou d'excellents musiciens de son temps. Il est actif à Berlin pendant une trentaine d'années, entre les années 40 et puis fin des années 60, donc à la cour de Frédéric II de Prusse. Et puis par la suite, il va être cantor à Hambourg. Et donc on l'appelle très souvent le Bach de Berlin ou le Bach de Hambourg, en opposition à Johann Christian Bach, donc son frère, qui lui est à Londres la plupart de sa carrière. Et donc lui, on va l'appeler le Bach de Londres. Si je vous remets cette ligne du temps, d'accord, avec nos périodes, vous voyez que vous avez deux fils Bach ici que j'ai mis, donc Johann Christian Bach et puis Carl Philipp Emanuel Bach. Et puis si on prend les vrais classiques qui sont en jaune ici, donc Mozart, on trouve cette citation qui est attribuée à Mozart. On ne sait pas si c'est vraiment lui qui l'a prononcée, mais en tout cas elle révèle bien l'esprit du temps. Mozart dit cette phrase: Bach ist der Vater, wir sind die Buben. Donc Bach est notre père et nous sommes ses enfants. Et en réalité, le Bach dont Mozart parle ici, ce n'est pas Johann Sebastian Bach, comme on pourrait penser aujourd'hui, le Bach que le plus grand nombre d'entre vous connaissez, mais c'est son fils, c'est Carl Philipp Emanuel Bach qui est cité dans cette phrase. Donc on voit que Johann Sebastian Bach, il avait un immense succès en tant que virtuose des claviers, d'accord, mais dans les années 50, 60, 70 du XVIIIe siècle, quand on parle de Bach, on va parler d'un des fils Bach. Et ici, dans le cas de Mozart, on parle vraiment de Carl Philipp Emanuel Bach. Donc c'est vraiment cette division comme ça, plutôt en millefeuille qu'en tranche de cake, de différentes périodes historiques. Et ici, vous voyez que cette période préclassique, elle est indispensable pour comprendre l'émergence du nouveau style classique viennois et donc du style de Haydn et Mozart notamment. Carl Philipp Emanuel Bach nous a laissé un traité en 1753 qui s'appelle « Essai sur la véritable façon de jouer des claviers ». Et ce traité est riche d'informations en tout genre pour l'exécution de la musique, mais c'est aussi une sorte de manifeste esthétique de ce courant de l'Empfindsamkeit. On trouve quelques paragraphes sur l'interprétation musicale, avec notamment des phrases du type « on doit jouer avec son âme et non pas comme un oiseau savant ». Il y a une implication du musicien dans la transmission de l'émotion, ce qui était une nouveauté dans l'esthétique de l'époque évidemment. Il y a ce précepte de le musicien doit être ému pour émouvoir lui-même l'auditeur. Alors je vous cite ici un passage. Un musicien ne pouvant pas émouvoir autrement qu'en étant lui-même ému, il doit se mettre lui-même dans tous les sentiments qu'il veut éveiller chez ses auditeurs. Il leur fait comprendre ses sensations et les émeut ainsi de la meilleure manière pour une sensation partagée. Au passage sombre et triste, il se rend sombre et triste. Cela se voit et s'entend chez lui. Vous voyez dans ces descriptions l'importance primordiale accordée au sentiment et à l'émotion qui concerne le monde intérieur du musicien évidemment, mais qui doit être transmise à l'auditeur. Dans d'autres passages, Carl Philipp Emanuel Bach va s'attaquer à cette unicité du sentiment transmise par exemple par un aria da capo baroque ou par une pièce instrumentale, c'est égal. Et donc à l'image des mouvements de l'âme qui sont extrêmement rapides et changeants, vous pouvez avoir des tourbillons d'humeur
humeurs différentes, avec une cohabitation d'humeurs différentes aussi. On va trouver des descriptions que je vous lis ici. Ceci se produit de même dans les phrases musicales énergiques, joyeuses et celles d'autres types où il se met alors dans ses sentiments. L'un d'eux s'est à peine réduit au silence qu'il en éveille un autre. Il change donc continuellement de passion. En général, il prend cette charge en considération dans les morceaux qui sont construits de manière expressive, qu'elles proviennent de lui-même ou de quelqu'un d'autre. Dans ce second cas, il doit éprouver les mêmes passions que l'auteur de ce morceau inédit avait lors de sa composition. La phrase clé ici, c'est évidemment « il change donc continuellement de passion ». On va voir que ça s'incarne concrètement dans la musique. Alors, quel instrument serait capable d'une palette expressive extrêmement variée et diversifiée? On a dans la musique pour clavier l'orgue évidemment et puis le clavecin, c'est les deux instruments principaux, mais il y en a d'autres qui existent ou qui ont une existence assez courte dans certains cas. Pour Carl Philipp Emanuel Bach, le clavicorde est le véhicule, le meilleur véhicule pour émouvoir, pour mouvoir les affects dans l'âme de l'auditeur. Alors on voit ici une phrase tirée encore une fois de son traité. Les pianofortes récents, quand ils sont bien construits et faits pour durer, ont de nombreux avantages, si l'on oublie que leur mécanique exige un travail qui ne manque pas de difficultés. Ils sonnent bien en solo et dans une musique qui n'est pas axée sur la force. Mais je crois qu'un bon clavicorde, mis à part le fait qu'il manque de puissance, en partage toutes les beautés auxquelles s'ajoute le vibrato et la tenue du son. Parce qu'après l'attaque, je peux encore donner de la pression à chaque note. Le clavicorde est donc l'instrument sur lequel on est le plus apte à juger précisément d'un musicien à clavier. La facture de clavicorde que vous voyez ici présente, contrairement au clavecin et au piano, un autre système. Donc sur le clavecin et le piano ou pianoforte, vous pressez sur une touche et puis vous allez avoir soit une pince qui pince la corde, soit un marteau qui frappe la corde et puis après le son est immédiatement relâché et donc il va avoir une diminution de volume. Sur le clavicorde, on est plutôt à l'image d'un instrument à cordes, donc on frappe une touche et puis il y a une tangente qui va toucher la corde, mais cette pression est maintenue. Et donc, avec votre doigt, vous pouvez continuer à entretenir le son ou faire du vibrato qui est évoqué ici par Carl Philipp Emanuel Bach. On appelle ce vibrato-là le Bebung, qui a ses propres caractéristiques de notation. On le note en principe avec une liaison et puis des points en dessous, comme vous voyez ici. Je vous lis simplement la description de cet ornement. Une note longue et affectueuse s'accommode bien d'un vibrato, étant donné qu'on fait en quelque sorte osciller le doigt qui reste sur la touche. En voici la notation. Alors, pas facile pour vous peut-être d'imaginer ce que ça donne. Donc, à situation exceptionnelle, invité exceptionnel. Et on a la chance d'avoir cette semaine avec nous une claviériste, Daniela Numiko, qui va nous montrer comment ça fonctionne ce système du clavicorde. Salut Daniela! Salut! Alors, regardez bien, elle va frapper la touche et puis elle va osciller avec son doigt sur la touche maintenue pressée pour créer ce vibrato, ce son un tout petit peu entretenu. Le modèle de ce vibrato, c'est évidemment la voix humaine qui permet très facilement de le faire et puis qui va rendre un caractère beaucoup plus expressif à ce qui est chanté. Alors, Daniela, est-ce que tu peux nous proposer un exemple tiré du répertoire qui utilise ce fameux Bebung? Voici un extrait d'une sonate tirée du recueil für Kenner und Liebhaber. Vous voyez ici sur la partition comment ça se note, d'accord? C'est simplement cette fameuse liaison avec les points en dessous. Et donc, que donne cet effet si on le fait au clavecin? Cet effet n'est évidemment pas possible au clavecin.
Merci Daniela. Vous voyez donc que sur le clavecin, qui est un instrument à cordes pincées, vous pouvez évidemment plus rien faire d'une fois que la corde a été pincée. Alors cette Empfindsamkeit se caractérise par différents points de l'écriture musicale en lien avec les descriptions utilisées dans la littérature que je vous ai présentées tout à l'heure. Donc on va évidemment avoir comme métaphore des humeurs changeantes, des surprises harmoniques, des surprises rythmiques, donc des interruptions du discours musical qui normalement est constant, une sorte de flux ininterrompu dans la musique baroque. Et donc ici vous allez avoir une agitation extrêmement forte, vous allez avoir des silences, vous allez avoir des changements de tempo. Dans la plupart des pièces baroques, les concertos notamment, si vous pensez à Vivaldi, vous allez avoir des contrastes à très longue échelle. Ça veut dire qu'à l'intérieur d'un concerto, vous avez un premier mouvement qui est vif, un deuxième mouvement qui est lent, et puis un troisième mouvement qui est vif. Donc il y a un contraste entre les mouvements, mais dans les mouvements eux-mêmes, le tempo reste constant. Ça peut être presto, ça peut être allegro, et puis après c'est lento, c'est adagio, etc. Donc on a une uniformité, une homogénéité de l'affect et du tempo à l'intérieur d'un mouvement. Ici on va avoir, en l'espace d'une, deux phrases, en l'espace de quelques mesures, on va avoir énormément de changements qui sont justement cette métaphore de cette nouvelle sentimentalité. Un des modèles de cette agitation, de ces changements soudains, vient de l'opéra, en particulier dans le récitatif. Donc dans l'opéra, grosso modo, vous avez des arias où on chante, et puis des récitatifs. C'est pas tout à fait chanté, c'est pas tout à fait parlé, c'est simplement une sorte de déclamation ponctuée par des accords faits par la basse continue, par un clavecin et puis un violoncelle souvent. Et donc dans ces parties de récitatif, on a une écriture extrêmement libre. On peut écouter un tout petit extrait d'un récitatif ici de Domenico Scarlatti, pour vous donner une idée auditive de ce que c'est. Les compositeurs de l'Empfindsamkeit vont adopter ce récitatif, mais dans l'écriture instrumentale, donc sans paroles, sans mots. On va simplement transposer cette chose qui vient de l'opéra dans la notation pour clavier notamment. Vous voyez ici un exemple chez Carl Philipp Emanuel Bach qui est tiré des sonates prussiennes, donc écrit à la cour de Frédéric II. Vous voyez ici c'est un mouvement lent, c'est écrit andante au début, piano, et puis tout d'un coup vous avez à la deuxième ligne récite, et puis forte. Donc récite, c'est l'abréviation pour récitatif. Et donc, ça je précise simplement pour les musiciens, c'est une écriture avec une basse chiffrée, d'accord, qui est réalisée librement, et puis une voix au-dessus à la main droite qui imite donc un chanteur, mais ici sans parole. Dans ce type d'écriture, on est évidemment aux antipodes d'une pièce comme l'Art de la fugue de Johann Sebastian Bach, évidemment. On peut écouter Daniela qui nous fait un extrait de cette sonate, de ce deuxième mouvement. Écoutez vraiment les changements abrupts de différents styles et puis aussi de nuances à l'intérieur d'un même mouvement. Ces changements incessants dans l'écriture musicale permettent évidemment l'expression directe des passions humaines que peut à son tour ressentir l'auditeur. Je dis bien ressentir et pas forcément comprendre, ce qui était plutôt une optique baroque. On pourrait dire que le baroque est plutôt dans l'idée de dépeindre des émotions, alors que l'Empfindsamkeit est plutôt dans l'idée d'exprimer ces émotions. Donc on a quelque chose de l'ordre de la représentation, alors qu'après on va passer dans l'expression directe.
Cette nouvelle esthétique de l'Empfindsamkeit a des implications jusque dans la forme musicale, c'est-à-dire l'organisation temporelle des différentes sections d'une pièce. On trouve dans la littérature allemande un verbe qui s'appelle Fantasieren, qui veut dire s'abandonner à son imagination, laisser libre cours à son imagination. Dans la littérature française, on a un peu la même chose avec notamment Rousseau et puis son roman Juliet ou la Nouvelle Héloïse. En musique, ça s'incarne dans une forme qu'on appelle la fantaisie. Vous voyez, Fantasieren ou bien fantasy, c'est la même origine évidemment. C'est une sorte d'imitation d'une improvisation libre, comme si le compositeur se promenait comme ça dans les jardins expressifs de son âme. On passe d'une idée à l'autre tout à fait librement. Évidemment, c'est simplement une imitation de l'improvisation. Tout est écrit dans le texte. Mais donc, on va avoir un caractère extrêmement naturel, quasi organique, comme ça, plutôt que quelque chose d'extrêmement architectural et puis géométrique, comme on peut trouver dans les œuvres de certains compositeurs baroques. On peut regarder de plus près comment ça s'incarne dans un exemple. Donc ici, c'est la fantaisie en fa dièse mineur, toujours de Carl Philipp et Emanuel Bach. Vous voyez sur la partition, pour ceux qui lisent la musique, vous n'avez pas de barre de mesure, à part le début, mais sinon, tout est laissé libre. En fait, il y a une sorte de tempo rubato, de liberté rythmique, des grands gestes musicaux qui sont déployés comme ça, qui sont simplement la métaphore d'un état sentimental intérieur. Alors, Daniela nous fait le plaisir de nous jouer le début de cette fantaisie. L'Empfindsamkeit est donc en rupture totale avec quasiment tous les points esthétiques de la pensée baroque. Il faut remettre ce courant-là au milieu d'autres courants contemporains pré-classiques, puisque l'étiquette pré-classique recouvre une diversité de courants qui, en gros, sont présents de 1720 jusqu'à 1760-1780. C'est donc dans ce bouillon pré-classique, on pourrait dire que se prépare la soupe classique viennoise, donc avec Haydn, Mozart et Beethoven. Et donc, vous voyez encore une fois ici qu'on a plutôt un millefeuille de couches polyphoniques historiques, d'accord, différentes couches qui coexistent, plutôt qu'un simple découpage en tranches de cake. Je vous remercie pour votre attention et puis on se quitte avec Daniela qui nous joue une pièce de Carl Philipp Emanuel Bach au clavecin cette fois qui s'appelle Les langueurs tendres.